Bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup de votre présence à tous pour cette quatrième édition de début de championnat lecture, pour cette finale finistérienne. Alors je voulais remercier tout particulièrement les membres du jury qui ont accepté de venir écouter vos lectures aujourd'hui, aussi les accompagnants parce que vous venez de tout le Finistère, il y en a je crois même qui viennent de Douarnenez, donc ça fait quand même de la route, alors merci beaucoup d'avoir rendu ça possible. Alors au terme de cette finale, il n'y en aura qu'un seul d'entre vous qui pourra participer à la finale régionale, mais bien sûr, et c'est très important de ne pas l'oublier, le plus important ce n'est pas de gagner, mais c'est vraiment de partager ses lectures et de découvrir celles des autres, parce que c'est aussi comme cela que naît le plaisir de la lecture. Lire, bien sûr, c'est découvrir de nouvelles histoires, c'est enrichir son imaginaire, mais c'est aussi apprécier la sonorité des mots, se laisser porter par la musicalité d'un texte. Et en fait, c'est exactement ce que vous allez faire aujourd'hui en nous présentant votre texte et en lisant à haute voix le passage que vous avez choisi. Donc Laurence m'a proposé de vous faire une petite lecture pour dédramatiser l'exercice, pour vous montrer que tout le monde peut le faire et que du coup c'est un petit peu improvisé, mais c'est surtout pour vous montrer que la lecture c'est quelque chose de vivant et voilà, et qu'il ne faut surtout pas se formaliser et qu'aujourd'hui il n'y a aucun lieu de stresser, même si vous voyez mon petit cœur bien fort palpiter. Donc je suis page 17, je lis Mathilda, peut-être l'avez-vous déjà lu. C'est un peu une ode à la lecture et c'est pour ça que nous l'avons choisi ce jour pour vous. Au cours des 6 mois suivants, sous l'œil ému et attentif de Madame Folliot, la bibliothécaire, Mathilda lut les livres suivants. Oliver Twist de Charles Dickens, Jane Eyre de Charlotte Brontë, Orgueil et préjugés de Jane Austen, Tess d'Uberville de Thomas Hardy, Kim de Rudyard Kipling, L'homme invisible de H.G. Wells, Le vieil homme et la mer d'Ernest Hemingway, Le bruit et la fureur de William Faulkner, Les raisins de la colère de John Steinbeck, Les bons compagnons de J.B. Presley, Le rocher de Brighton de Graham Greene, La ferme des animaux de George Orwell. C'était une liste impressionnante et Madame Folliot était maintenant au comble de l'émerveillement et de l'excitation. Mais sans doute fit-elle bien de ne pas donner libre cours à ses émotions. Tout autre témoin des prouesses littéraires d'une si petite fille se serait sans doute empressé d'en faire toute une histoire et de clamer la nouvelle sur les toits. Mais telle n'était pas Madame Folliot. Madame Folliot savait rester discrète et savait depuis longtemps découvert qu'il était rarement bon d'intervenir dans la vie des enfants des autres. « Sais-tu, reprit Madame Folliot, que dans les bibliothèques publiques comme celle-ci, il est possible d'emprunter des livres et de les emporter chez soi ?»« Mais non, je ne savais pas, dit Mathilda. Cela veut dire que je peux en emporter, moi ? Bien sûr, dit Madame Folliot. Quand tu as choisi le livre que tu désires, tu me l'apportes, que je puisse le noter dans le cahier, et il est à toi pour 15 jours. Tu peux même en prendre plus d'un si tu en as envie. Ainsi, assise au pied de son lit, dans sa petite chambre d'un village anglais, visita-t-elle de long en large et de haut en bas le vaste monde. J'ai choisi ce livre parce que j'aime bien les livres qui font peur et où il y a de l'action. Le résumé m'a plu et j'aimais bien aussi la couverture. Et j'ai choisi ce passage parce que l'éruption volcanique est très bien détaillée. On a l'impression d'y être. Découvrir ce désert tourmenté m'avait coupé le souffle. Couleur de cuivre, de rouille, de bois poli, de cendre, de nuit. Pour passer inaperçu, j'avais évité le chemin balisé et j'étais descendue dans son antre malgré l'angoisse de rester prisonnière de ces remparts de roches. Une mer de pierres déchiquetées m'avait tendu ses pièges, roulant sous mes pas, me coupant les pieds, me happant les jambes pour les mettre en sang. Cruel voyage qui m'avait laissé le corps endolori et le cœur terrifié. Puis un coup de canon m'avait pétrifié sur place, annonçant le jaillissement d'une colonne de fumée épaisse, noire, grise, blanche. Je n'avais jamais été aussi effrayée de ma vie. J'avais cru ma dernière heure venue.
C'est alors que je l'avais aperçu. Sa grande silhouette noire avait traversé mon horizon, sans crainte de la coulée brûlante, donnant l'impression qu'il était le maître de ce terrible chaos, le dénommé Vlad, et il avait laissé tomber la pièce. C'est Naël et les Lions Blancs de Mona Policier. J'ai choisi ce livre parce que j'aime beaucoup les romans d'aventure et le passage parce que c'est le passage avec le plus de mystère et de suspense. Nako! Nako! Appelle Lorraine et Naël en parcourant les alentours de la réserve. Soudain, elle croit entendre des grognements étouffés. Arrête-toi! Hurle Naël. C'est Nako, j'en suis sûre. Je veux aller voir. Lorraine se gare et dit. Reste ici, j'avance toute seule. Tu ne bouges pas, d'accord? Mais maman! Proteste Naël. Je veux y aller. Je te dis de rester là, c'est compris? Les minutes passent. Naël n'en peut plus d'attendre. Nako a besoin d'elle. Lorraine ne l'empêchera pas de partir le chercher. Elle descend de la voiture et marche quelques mètres en criant. Nako! Nako! Il ne répond pas. Soudain, son cœur s'arrête. Elle entend des voix. Et derrière un rempart de broussailles, il y a une petite jeep. Près du capot se tient Moussaï. Il compte une liasse de billets qu'un homme vient de lui tendre. Il a un gros sac en toile calé entre ses pieds. Quelque chose s'agite à l'intérieur. Allez-vous-en, dit Moussaï. Les autres vont arriver. Le lionceau crie de plus en plus fort. Je ne pourrai pas le faire taire des heures. Naël se mord les lèvres de colère. Anaka n'a pas eu la chance de vivre. Nako, son fils, doit la voir. Elle ne fera pas 2 fois la même erreur. Pas question que ces trafiquants emmènent son protégé. Moussaï balance le sac dans le véhicule. L'acheteur démarre. Naël ne réfléchit pas une seconde de plus. Elle court aussi vite qu'elle peut vers la jeep. Nako! Hurle Naël. Nako! Stop! Hurle Moussaï surpris. Le conducteur accélère. Mais Naël saute dans le coffre du véhicule, attrape le sac en toile, le cale bien contre son ventre, dans ses bras, et se jette hors de la voiture. Elle heurte violemment le sol, puis elle roule quelques mètres sur la terre sèche. Nako pousse des petites plaintes, tandis que Naël le libère et se redresse péniblement choqué. L'acheteur fait demi-tour, laissant des nuages de poussière derrière lui. Moussaï s'approche de Naël qui tient fermement Nako. Elle sent la fourrure entre ses doigts et les griffes qui s'accrochent à son t-shirt. « Donne-moi ce lion !» crie Moussaï. « Jamais, tu entends ?» hurle Naël. Elle n'a plus peur. Elle sent en elle la force des lions. Elle imagine Anaka défendant ses petits le jour de sa mort, avec cette même férocité. L'acheteur arrive doucement par derrière et attrape Naël par les épaules. Elle crie de surprise alors que Moussaï arrache Nako de ses mains. « Non, laisse-le, laisse-le !» hurle-t-elle encore plus fort. Lorraine arrive en courant et crie de sa fille enquitée. « Moussaï, c'est ce que la t'aime. Comment Donne-nous Nako. J'avais tellement confiance en toi. Comment as-tu pu nous faire ça ?» J'ai choisi ce livre parce que c'est un écrivain de Brest, donc Pierre Macorlan, et c'est un livre qui s'appelait Les clients du bon chien jaune. Donc c'est un livre qui parle de Brest. Et puis j'ai choisi ce livre parce qu'il y a des mots bretons et je parle breton. Un jour de tempête, où le ciel et la mer se confondaient, la barque de mon père se brisa et lui-même fut emporté par une lame de fond qui lui roula sur les récifs. Je restai seul dans ma petite maison qui d'ailleurs ne m'appartenait pas. Anaïk, notre voisine, m'apporta du pain noir, des fèves et du lait de chèvre. « Je ne veux pas rester tout seul ici, » dis-je en pleurant. « Mon pote Reed, » fit la brave femme, « montre-moi tes vêtements. » Elle choisit parmi mes nids celles qui lui parurent les plus propres. « Tu vas endosser ces vêtements, pote Reed, et puis dès demain, tu prendras la route qui mène à Brest. Arrivé dans cette ville, tu te dirigeras vers Caravelle et tu demanderas l'auberge du bon chien jaune. C'est ton oncle qui tient cette auberge. Tu lui diras que ton père est mort. Il est le frère de ton père. C'est à lui de te faire gagner ton pain.
Je me retournai une dernière fois afin d'apercevoir mon village. Je crus bien revoir mon père à la porte de ma cabane. Puis je poursuivis ma route en pleurant seul, le nez baissé vers mes souliers. J'arrivai à Brest un peu avant la tombée de la nuit. Oh, Gast, que cette ville était grande et belle! Le livre que je vais lire, c'est Le jour des poules de Florence Tignard. Je l'ai choisi parce que j'ai vécu des moments de ce livre. Et j'ai choisi ce passage parce que je le trouvais drôle. Et ça parle d'une famille qui veut avoir des poules, mais en fait ils ne connaissent rien. Et l'extrait que je vais lire, c'est quand ils sortent les poules du carton pour la première fois. Nous déposons les cartons des poules dans notre jardin. Je suis chargée de l'ouvrir avec 1000 précautions et de me reculer ficelle. Papa s'est armé de son appareil photo et gâte la sortie des bêtes. Le doigt sur le déclencheur. Attention, le petit poulet va sortir. Mais non, rien ne sort. Je jette un œil dans le carton. Les 2 poules sont réfugiées tout au fond, visiblement peu pressées de savoir ce qui les attend dehors. Première leçon. La poule n'a pas l'âme aventureuse. Bascule le carton pour les faire sortir, commande maman. Elle se remet dans l'herbe tout de même. Elle nous jette un bref regard de leur œil rond et froid, puis comme si de rien n'était, commence à piqueter un brin d'herbe par-ci, un petit caillou par-là. Elle repère très vite le tas d'épluchures de légumes que nous leur avons apportés et entreprennent de le disperser à grands coups de patte énergiques. Leçon numéro 2. Sous ce dehors sensible, la boule est coriace. Leçon numéro 3. Il en faut beaucoup pour lui couper l'appétit. Les poules arpentent leur nouveau domaine, apadinent, picotant de ci, de là, notre gazon vert-pomme. Leurs plumes lisses et brillantes, leurs crêtes rouges fièrement dressées. Oh, s'écrie Eleanor, c'est comme dans la petite poule rousse. Totalement champêtre, calmait maman, aux anges. À cet instant, la charmante poule rousse s'approche d'une jonquille et d'un coup de vif et précis la décapite. Pendant ce temps, la poule noire a débuté un forage au pied des tulipes. Et hop, une bulbe arrachée. Oh là là, je ne savais pas que les poules mangeaient des fleurs et creusaient des trous. Il va falloir poser un grillage, soupire papa. Sinon, nous passerons notre temps à jouer les épouvantails dans le jardin. Nous quittons le jardin en jetant des coups d'œil derrière nous pour voir ce que fabriquent les poules. La noire a repris des travaux de terrassement dans les tulipes. La rousse rôde un air innocent autour des jonquilles sur les poules. J'ai choisi le texte La chose, extrait du livre Histoire pressée de Bernard Friot, car j'aimais bien ce texte et car il y avait aussi beaucoup d'intonation à faire. La chose. Je me suis réveillée, le cœur battant et les mains moites. La chose était là, sous mon lit, vivante et dangereuse. Je me suis dit, surtout, ne bouge pas. Il ne faut pas qu'elle sache que tu es réveillée. Je la sentais gonfler, s'enfler et étirer l'une après l'autre ses tentacules innombrables. Elle ouvrait la gueule, maintenant, et déployait ses antennes. C'était l'heure où elle guettait sa proie. Raide, les bras collés au corps, je retenais ma respiration en pensant. Il faut tenir 5 minutes. Je comptais les secondes dans ma tête interminablement. À un moment, j'ai cru sentir le lit bouger. J'ai failli crier. Qu'est-ce qui lui prend? Que va-t-elle faire? Jamais elle n'est sortie de dessous le lit. J'ai senti sur ma main un léger frisson, comme une caresse très lente. Et puis plus rien. J'ai continué à compter en m'efforçant de ne penser qu'au nombre qui défilait dans ma tête. Mais cette nuit-là, la peur ne voulait pas me lâcher. Elle s'accrochait à moi. Elle me serrait le cou. Une question, toujours la même qui roulait dans ma tête. Qui est la chose qui, chaque nuit,
gonfle et s'enfle sous mon lit et s'étire à l'affût d'une proie, et puis reprend sa forme naturelle après quelques minutes. J'ai compté jusqu'à 10 en déplaçant lentement ma main droite vers la lampe de chevet. À 10, j'ai allumé et j'ai sauté sur le tapis, le plus loin possible. Et qu'est-ce que j'ai vu sous mon lit? Mes pantoufles, mes bonnes vieilles pantoufles que je traîne au pied depuis plus de 2 ans. Avec beaucoup de précautions, je les ai enveloppées dans du papier journal et j'ai soigneusement ficelé le paquet. Et j'ai jeté le tout dans la chaudière. J'ai choisi ce livre parce que j'ai bien aimé la couverture, elle me paraît drôle. Et j'avais déjà lu le premier, un livre du même auteur. Du coup, je choisis un extrait que j'ai déjà lu, mais qui est très drôle. Donc, mon estomac fait sa prière. Vision infernale. Cauchemar intégral. Horreur. Putréfaction et suicide olfactif. Je vous jure, enterré dans le terrier des ogres, ça ressemblait pas mal à une descente aux enfers. Déjà, cette puanteur innommable, même pour Johan et moi, qui ne sommes pas des obsédés de la propreté. Il suffit d'entendre Fabrice nous brailler dessus quand il voit l'état de notre chambre. Non, un truc pareil, c'était à vous filer des frissons. Impossible de ne pas voir les restes de nourriture. Je n'ai pas détaillé. Impossible de ne pas remarquer les fringues puantes accrochées à un pauvre fil gluant de graisse qui traversait la pièce. Et aussi tous ces gobelets poisseux qui avaient dû servir et sécher, et servir, et sécher encore. Et un écran géant sur le mur du fond. Et juste en dessous, c'est quoi ça? A crié Johan. A vu nez une console de jeu, a répondu Linda en bâillant. Le jeune ogre maigrichon s'est approché d'elle et a commencé à lui expliquer, super excitant. On a trouvé ça chez le fils d'un fermier. C'est génial comme truc, tu connais? Elle l'a dévisagé d'un air consterné. Et évidemment que je connais. Nous, on a pas mal galéré pour comprendre comment ça marchait. Et vu qu'on avait déjà mangé le fermier et son fils, il n'y avait plus personne pour nous expliquer. Mais maintenant c'est bon, je maîtrise grave. Il s'est mis à ricaner bêtement en braquant sur Linda un œil bovin et gourmand. Si, je te jure, les deux en même temps, c'est possible. Et puis il lui a tendu une manette presque timide. T'as envie qu'on fasse une partie? Mais à cet instant, la voix tornitruante de Dar a retenti depuis l'entrée du terrier. Crasmo, pour la 100e fois, on ne joue pas avec la nourriture. Rebonjour, merci beaucoup d'avoir patienté. Nous avons eu besoin de tout ce temps, en réalité, car nous étions extrêmement touchés et heureux par tout ce que nous avons entendu. Et voilà, et je vais vous expliquer un petit peu comment le choix s'est fait et puis proclamer le ou la gagnante. Alors, il se trouve que nous avions une fiche qui est ici avec des critères d'évaluation extrêmement précis. Et c'est pour ça que ça nous a demandé un petit peu de temps. Il nous a été demandé de réfléchir d'abord à la cohérence de l'extrait. Voilà, il fallait que ce soit évidemment de la bonne taille, de la bonne longueur, etc. Mais aussi de peut-être pouvoir mettre des intonations spécifiques. Et puis ensuite, on nous demandait de réfléchir à ce qui nous avait été transmis. Donc l'engagement dans la lecture, est-ce que c'était sensible, est-ce que nous avons été touchés ou pas, est-ce que l'intonation était appropriée. Je crois qu'on s'est vraiment laissé gagner par les lectures qui nous ont été proposées. Merci encore. Et que c'est cette surimpression qui finalement a fait la différence entre tous les petits lecteurs, tous les petits champions d'aujourd'hui. Et donc, j'ai l'immense privilège de vous annoncer que c'est Loeva qui a remporté notre adhésion aujourd'hui. Une immense félicitations à toi.
Ouais, pour tous les discours, je trouve, parce que ça a l'air surprise et ça, c'est très très touchant. Voilà, vraiment félicitations à tous. Je ne sais pas si les membres du jury veulent ajouter quelque chose. On va décerner les prix. Tout le monde est gagnant, évidemment. Vous repartez avec des petits lots. Vous allez avoir un diplôme aussi qui atteste de votre présence cet après-midi. Merci beaucoup. Et merci Olivier aussi. L'école Weba. Oui.